Bienvenue dans l'Hebdo Santé sur Médian, que nous consacrons cette semaine aux maladies tropicales négligées. Des maladies qui imposent d'énormes souffrances, principalement aux populations pauvres du fait de leurs conséquences dévastatrices sur la santé, le social et l'économie. Et l'Organisation mondiale de la santé est même résolue à mettre fin à ces souffrances causées par ces maladies tropicales négligées d'ici à 2030 en éliminant au moins quelques-unes. Et comment y parvenir? On en parle avec vous, professeur Kaloga Mamadou. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, vous êtes un professeur titulaire de dermatologie et vénérologie au CHU de Treichville en Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli et les maladies cutanées ulcératives endémiques. C'est ça. Et en plus de l'ulcère de Buruli, le programme prend en charge le pian, la gale, la leishmaniose, d'accord, le mycétome, les envenimations par morsure de serpent. Voilà. Ce sont également des maladies tropicales négligées? Oui, c'est des maladies tropicales négligées. Ah bon? Oui. D'accord, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve sur le plateau d'Hebdo Santé, hein, professeur, après un bon moment. Également avec nous sur ce plateau, une dame qui conduit un projet très pertinent dans le cadre de la lutte contre ces maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire, Madame Chantal Ayemou. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, également consultante et experte en genre. Alors, quel est ce projet que vous conduisez justement contre les maladies tropicales négligées? Alors, merci de nous donner l'opportunité de parler du projet, mais bien plus de sensibiliser sur la question des maladies tropicales négligées. Le projet, c'est un projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de maladies tropicales négligées à manifestation cutanée et à l'effet de prendre en compte l'impact différencié de ces maladies-là sur les femmes, les hommes et les enfants. D'accord. On verra un peu comment est-ce que l'idée vous est venue donc de mettre en place un tel projet. En tout cas, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci. Et merci encore à vous, Madame Ayemou, et à professeur Kaloga, d'avoir accepté donc de participer à cette émission afin de nous dire comment est-ce que c'est possible d'éliminer ces maladies tropicales négligées. Alors, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, que ce sont des maladies qui sévissent, principalement donc dans les populations pauvres. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des maladies de la pauvreté? Oui, on va dire que c'est des maladies de la pauvreté parce que vous venez de dire que c'est des maladies qu'on trouve dans les zones reculées, en fin de goudron, où sévit vraiment la pauvreté. D'accord. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces maladies et quelles sont les plus fréquentes? Bon, il faut savoir d'abord qu'il y a deux types de maladies tropicales négligées. Les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, c'est-à-dire que c'est des maladies qu'on peut prévenir par l'utilisation de médicaments. Et on va citer par exemple l'onchocercose, la filariose, les géohelminthiases, le trachome. Et le deuxième groupe, c'est les maladies tropicales à prise en charge des cas. C'est-à-dire eux, on ne peut pas les prévenir en donnant des médicaments. Dans ces cas-là, on va citer la lèpre, l'ulcère de Buruli, le pian, la gale, le mycétome, les leishmanioses, les envenimations. D'accord. Voilà. Et pourquoi l'appellation, on devait d'ailleurs commencer par là, pourquoi l'appellation négligée, maladie négligée? Parce qu'en fait, ce sont des maladies qui n'intéressent personne. C'est des maladies en bout de piste. C'est-à-dire qu'on va voir en fin de goudron, dans des populations pauvres et qui n'intéressent pas la recherche, qui n'intéressent pratiquement personne. Voilà. D'accord. Cela va donc certainement poser le problème de prise en charge puisqu'on ne s'intéresse pas. Les industries pharmaceutiques certainement même ne cherchent pas des médicaments pour le traitement de ces maladies. Oui, comme vous le dites, ça va poser un véritable problème de prise en charge parce que c'est des maladies, c'est vrai, qui sont bénignes, mais qui ont des conséquences lourdes parce que ces maladies-là vont entraîner des handicaps dans la société et des conséquences socio-économiques assez graves. Alors, Madame Ayemou, vous qui êtes dans la communauté avec les femmes, avec les enfants, comment ces maladies sont perçues?
Merci. Généralement, ces maladies sont perçues comme étant une punition divine. Ça, c'est dans les communautés rurales. C'est comme si, bon, quand on contracte la maladie, c'est une punition de la divinité. Et également, certaines populations aussi perçoivent ces maladies comme étant des sources mystiques. On a entendu dire même souvent dans les populations que ça se promène, on prend ça dans les rues. Quand tu sors, tu peux marcher sur quelque chose et puis bon, tu peux contracter la maladie après. Donc il y a plusieurs types de perceptions. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de sensibiliser les communautés pour dire que c'est des maladies comme toute autre maladie, mais qui ont aussi des impacts sur la vie de la personne qui l'a et aussi sur la vie de sa famille. Parce que une personne qui est atteinte d'ulcère de Buruli, du coup, la personne, elle perd toutes ses ressources du fait de la maladie, puisqu'elle ne peut plus aller travailler ni vaquer à ses activités économiques. Donc, ça devient une charge pour la famille. Et surtout que, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, ça pose le thème même négligé pose la question de la prise en charge. Bien sûr. Voilà. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, fait que c'est vraiment un poids au niveau des populations. Et ajouter à cela les perceptions, les pratiques au niveau des culturels liés à cette maladie, ça constitue un véritable poids pour la personne qui fait la maladie. Alors, professeur, pourquoi est-ce que c'est chez ces populations pauvres que ces maladies se développent et non chez ceux qui ont l'argent, qui sont riches, on va le dire comme ça? On va dire de façon plus simple que les germes existent dans ces régions pauvres. Pour une maladie telle que l'ulcère de Buruli, c'est une maladie qui sévit dans les zones reculées, dans les zones de barrages, dans les zones où on a des cours d'eau, des fleuves et on a des marécages. Voilà, donc tout dépend de la répartition des germes sur le territoire. Et puis maintenant, il y a certains facteurs favorisants qui favorisent la pénétration de ces germes. C'est-à-dire, lorsque par exemple, quelqu'un se fait contaminer, cette personne ne va pas aller à l'hôpital directement, comme elle a dit tout à l'heure. Cette personne va avoir recours à la traduthérapie ou bien va se dire que c'est un sort. Cette personne va rester à la maison, elle va être négligée par son entourage et la maladie va évoluer à bas bruit pour donner des conséquences. Surtout que c'est des maladies qui, lorsqu'elles vont débuter, ces maladies-là n'ont pas un début qui est foudroyant. C'est-à-dire, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur, quelque chose qui peut amener le sujet à le consulter. C'est des maladies qui sont d'évolution chronique. D'accord. Donc, qui vont évoluer à bas bruit, sans que les activités du sujet ne soient perturbées. Et c'est lorsqu'on commence à avoir des complications qu'on se rend compte qu'on a une affection. Et c'est là qu'on va prendre le chemin de l'hôpital. C'est là qu'on va prendre souvent le chemin de l'hôpital ou même du guérisseur traditionnel parce qu'on s'est dit que c'est un sort. On a été bassé en Djemé et on nous a lancé un sort. Et là, le parcours du patient va être long avant d'arriver à l'hôpital. Et là, quand on va les voir dans nos différentes structures, on va voir que les incapacités sont déjà installées. Ou bien des infirmités sont déjà installées. Alors, vous mettez donc en place un tel projet. Le projet va cibler effectivement ces zones-là où on trouve ces facteurs favorisants. Madame Ayemou. Oui, mais avant de répondre, je voulais un peu planter le contexte de comment est-ce que nous sommes arrivés à ce projet. Nous avons collaboré depuis 2019 avec le programme et on a été identifiés pour les accompagner sur les questions de genre. Donc, avec le partenaire ANESVAD. Et donc, c'est dans cette collaboration que nous avons observé beaucoup de choses. Et généralement, par rapport à l'ulcère de Buruli, on dit plaie de Dalois. Quand tu dis ulcère de Buruli, la population ne comprend pas tout de suite. Mais quand on dit plaie de Dalois, on a une idée de ce que c'est. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille regarder. Qu'est-ce qui se passe à Dalois? Pourquoi est-ce qu'on attribue cette plaie-là à Dalois? Et c'est comme ça que nous avons essayé de comprendre. Et on a vu que cette maladie touche, c'est vrai,
les hommes, toute la population, mais majoritairement les femmes sont atteintes. Elles sont atteintes à 2 niveaux. Elles sont atteintes directement parce qu'elles peuvent développer la maladie, mais indirectement parce que lorsqu'un membre de la famille développe la maladie, c'est elle qui abandonne toutes ses activités pour engager les soins et tout ça des membres de la famille qui sont malades. Donc du coup, elle vit doublement l'impact de cette maladie. De ces maladies. Et quand on prend aussi la question des enfants, quand un enfant est malade, à cause des douleurs ou à cause de ce qu'il peut ressentir, il abandonne l'école, il ne peut plus aller à l'école. Donc, on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ces personnes-là, tout en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'elles vivent par rapport à la maladie qu'on peut prendre en compte pour essayer d'intervenir, de faire des plaidoyers ou même de faire des propositions pour que ces aspects-là soient pris en compte. Et puis, on ne souhaite pas être malade. On ne souhaite pas être malade, mais la maladie vient, elle handicape. Mais qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes, pour la prise en charge de ces personnes? D'où ce projet. Il est en œuvre actuellement? Oui, le projet est en œuvre depuis janvier. Depuis janvier, dans un premier temps, on a voulu comprendre le phénomène, documenter dans la région du Haut-Sassandra-Marawe, c'est-à-dire Daloa, Zoukoubou et Vavois. Donc, on a essayé de documenter, on a mené 3 études. Une première étude a apporté, on a fait une ligne de base pour constater un peu ce qu'il y a on va dire comme information de base. Et par la suite, on a fait une étude pour mesurer, pour prendre en compte, pour voir un peu l'impact que la maladie a aussi bien sur les hommes, sur les enfants et sur les femmes différemment. Et également, on a voulu comprendre un peu quels sont les aspects, les facteurs influents qui font que cette maladie-là est développée dans la région du Haut-Sassandra-Marawe, comme le professeur l'a dit. Donc, c'est vrai qu'il y a des causes liées à l'environnement, mais il y a d'autres facteurs aussi qu'on a voulu regarder. Donc, ça, c'était le premier point du projet, de produire de la documentation pour que nous puissions nous appuyer sur ces informations-là pour diligenter des actions, que ce soit la sensibilisation pour prévenir, ou bien même des actions de dépistage, ou même des actions de plaidoyer pour améliorer la prise en charge, ou même les supports pour les différents programmes en charge de ce type de maladie. Et en termes d'action, qu'est-ce que vous avez dégagé comme action à mener? En termes d'action, comme je dis, la première chose, c'était les études pour donner de la matière aux décideurs. Et par la suite, nous avons organisé une campagne de dépistage, de sensibilisation grâce à l'appui des différents programmes et aussi aux directeurs régionaux des districts sanitaires également qui nous ont appuyés. Donc la sensibilisation, le dépistage, et par la suite, nous avons commencé à mobiliser les communautés autour de cette maladie. Parce que c'est vrai, on dit que c'est maladie tropicale négligée, mais négligée par qui? Négligée parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour lutter à éliminer ces maladies. Négligée aussi parce que les populations ne sont pas suffisamment informées pour s'engager dans la lutte, également à prendre des mesures, que ce soit préventives, même au niveau communautaire. On peut s'organiser. Donc pour nous, il s'agit, c'est vrai, de mobiliser les acteurs au niveau national, mais aussi au niveau communautaire, de mobiliser aussi les populations à s'engager dans la lutte contre ces maladies et à ne plus stigmatiser les personnes qui sont atteintes de ces maladies dans leurs différentes communautés. Comment va se faire le dépistage de ces maladies tropicales négligées, professeur? Normalement, il y a 2 types de dépistage. On a le dépistage passif et puis on a le dépistage actif. Dans le dépistage passif, c'est le malade qui vient vers nous. Le dépistage actif, nous, on va dans la communauté, on sensibilise, on va examiner les patients, bien la communauté, les différents membres de la communauté, et on va sélectionner des patients qui présentent ces différentes maladies et on va les prendre en charge. Donc, on commence par la sensibilisation, mais le véritable problème, comme elle a dit, il faut que ces populations-là soient impliquées dans la prise en charge de ces différentes maladies. Alors, pour dans le dépistage, c'est tout le monde on dépiste, ou alors lorsqu'on voit des signes chez certaines personnes, c'est à ce moment-là qu'on les dépiste? Non, quand nous on vient, on examine tout le monde, toute la communauté. Parce qu'ils peuvent ne pas savoir le mode de début de la maladie.
Par exemple, pour une maladie comme la lèpre, c'est une tache claire qu'on va voir. Mais cette tache claire-là, comme je vous ai dit, ne va pas empêcher le malade de faire des vacances à ses occupations. Bien sûr. Mais ça peut évoluer à son propre compte et puis donner maintenant, faire des dégâts après. Donc quand nous voyons, nous examinons, nous essayons de faire des prélèvements et puis si c'est confirmé, on met le malade sous traitement. D'accord. Voilà. Parce qu'on peut avoir peut-être une petite boule. L'ulcère de Bérélie, c'est ça, on peut avoir, ça commence toujours par des boules. Et secondairement, c'est quand la maladie n'est pas reconnue que les plaies vont apparaître. Donc on a des boules, on a des gonflements donc, qui ne sont pas douloureux. Le malade fait ce qu'il veut, il va à ses occupations et puis un matin, ça va s'ouvrir pour donner la plaie. Cette plaie-là qui a un fond qui est jaunâtre et puis des bords qui sont décollés, c'est-à-dire qu'on peut soulever avec une pince. Qu'est-ce que vous allez leur dire dans la sensibilisation? Quel est le message? Comme le professeur vient de le dire, si vous voyez une tâche, il faut... Qu'est-ce que vous mettez dans la sensibilisation, Mme Ayemou? Ce qu'on met dans la sensibilisation, heureusement qu'on a essayé de documenter par rapport aux perceptions. D'accord. Et donc, sur la base des informations qu'on a recueillies lors de l'étude, on a essayé de formuler des messages. Par exemple, il y a environ 26% de la population qui dit que c'est de source mystique. Donc les messages aussi vont dans ce sens pour dire que c'est pas une maladie qui est liée à la sorcellerie ou bien qui est de source mystique. Il va falloir déconstruire ces idées. Exactement. Donc déconstruire, on va dire quoi, vulgariser des messages qui déconstruisent les idées reçues par rapport aux maladies tropicales négligées. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans la communauté en engageant eux-mêmes, c'est-à-dire on essaie d'identifier des personnes qui sont dans la communauté qui vont porter elles-mêmes le message. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a organisé dans chaque département un atelier avec les chefs traditionnels, de sorte à les engager, à les mobiliser, et on les a mis dans une plateforme. De sorte que dans un village, comme le professeur l'a dit, quel que soit le petit signe qu'on voit ou qu'on peut reconnaître, qu'on mette l'information sur la plateforme pour alerter les agents qui sont spécialisés en la matière et qui peuvent se déplacer pour aller dans les villages. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aussi pour mobiliser la communauté, pour ne pas que cette maladie qui est dite négligée ou ces maladies qui sont dites négligées continuent de faire des ravages dans les différentes communautés. Alors, lorsque vous avez fait votre enquête, est-ce que vous avez trouvé des personnes qui souffraient déjà de ces maladies? Exactement, exactement. Nos agents ont été traumatisés même parce que lors de l'audition, il y a une dame qu'on est en train d'auditionner qui est décédée même pratiquement sous nos yeux. Effectivement, les gens souffrent de cette maladie mais sont dans les maisons. Sont dans les maisons à cause des idées reçues. Voilà, parce que bon, on se dit, bon, c'est la sorcellerie, donc du coup, on court directement chez les guérisseurs, chez les tradipraticiens, au lieu d'aller à l'hôpital. Hein? Quand on interroge les différents programmes, on nous dit que la prise en charge, elle est gratuite. Mais au niveau des populations, on nous dit que la prise en charge n'est pas entièrement gratuite, et ce qui freine aussi l'accès aux soins au niveau de ces communautés. Sinon, on a trouvé beaucoup de personnes qui sont dans les maisons, surtout à Daloa, dans les quartiers de Daloa. Des personnes qui sont malades, qui sont dans les maisons, qui ne vont pas à l'hôpital. Voilà, on a la chance d'avoir professeur ici. Je confirme. Le traitement, il est gratuit. La prise en charge des maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire, elle est gratuite. Ah bon? Je mets quiconque au défi de nous montrer qu'on a pris 5 francs avec quelqu'un pour traiter une maladie tropicale négligée. Elle se fait gratuitement. Mais est-ce que quand la maladie est installée, est-ce qu'il y a un traitement pour montrer effectivement à cette population qu'effectivement ce n'est pas un sort et que c'est une maladie qu'on peut traiter? Oui, mais bien sûr, ils ont des cas. Il y a des cas qui sont là, qu'on a pris en charge et qui sont guéris. Ils les voient. D'accord. Ces cas. Il y a plein de cas qu'on a pris en charge dans ce pays-là. Et ces malades-là sont guéris. Il faut savoir que depuis 2011, où on avait plus de 2000 cas d'ulcère de Bérélie, la lutte nous a permis de plus ou moins contrôler la maladie. Et aujourd'hui, on est à environ entre 200 et 300 cas par an. Est-ce qu'on retrouve ces maladies-là dans les autres pays africains, à part la Côte d'Ivoire? Dans la zone intertropicale, il y a 33 pays qui sont concernés par l'ulcère de Bérélie, par exemple. Voilà. Et même les autres maladies tropicales négligées, on les voit aussi dans la zone intertropicale.
D'accord. On ne dira pas que c'est une maladie propre aux Africains, hein, non? Non, ce n'est pas une maladie propre aux Africains, d'autant plus que l'ulcère de Berlin existe en Australie. Ah, d'accord. Voilà, même au Brésil, on a des cas d'ulcère de Berlin. Voilà, aux Antilles aussi, voilà. Tout comme les cas de lèpre qui sont signalés. Madame Ayemou, combien de temps va durer ce projet et quels sont les objectifs que vous visez? Le projet va durer normalement 18 mois. Et dans la suite, comme l'intitulé le dit, c'est pour améliorer les conditions de vie. Donc il y a l'aspect sensibilisation, accompagnement, plaidoyer également aussi. C'est vrai, je salue le travail que les différents programmes font, mais quand on les a approchés, on a vu un peu les réalités dans lesquelles ils travaillent. Donc nous aussi, on s'engage à faire le plaidoyer. Votre plaidoyer, c'est quoi? C'est d'améliorer, de donner les moyens, les moyens suffisants aux différents programmes pour continuer le travail dans les communautés. Parce que le besoin, il est vraiment réel. Et également, ce qu'on a prévu aussi de faire, c'est d'accompagner les personnes qui sont malades, que ce soit les enfants qui sont malades. Quelle est la suite par rapport à leur éducation, la scolarité? On travaille aussi avec le centre Saint-Michel de Zoukoube, qui essaie d'accompagner ces enfants-là pour que ces enfants ne ratent pas ou bien ne manquent pas leur année scolaire ou bien leur éducation. Donc, c'est des actions qu'on va amplifier. Et à côté de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont malades, généralement, à 80%, perdent leurs revenus. Si elles ont des activités économiques, elles ne peuvent plus les exercer. Donc, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on prévoit aussi dans ce projet, c'est d'accompagner ces personnes. Pour celles qui sont guéries, qui peuvent mener une activité, c'est de les accompagner. Pour celles qui continuent de développer la maladie, c'est d'accompagner au moins un membre de la famille pour que, au niveau des AGR, mettre en œuvre des AGR pour accompagner un peu au niveau des ressources économiques. AGR, c'est activité génératrice de revenus. Donc, un peu, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce projet-là. Durant les 6 prochains mois à venir, on va se consacrer à mettre en œuvre des activités génératrices de revenus avec des personnes qui soient malades, qui soient guéries ou avec les membres de leur famille. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter pour terminer? Est-ce qu'il y a un appel? Est-ce qu'il y a un message fort que vous voulez lancer? C'est vrai, vous avez parlé donc du plaidoyer. Le message, certainement, sera entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez ajouter en termes de message qu'on peut retenir à travers ce projet? Ce que je voulais dire, c'est que les maladies tropicales négligées sont bel et bien une réalité en Côte d'Ivoire, d'où l'existence des différents programmes que nous avons. Et les aspects ou bien les facteurs sont nombreux, mais on peut travailler à les prévenir en prenant en compte un certain nombre de facteurs. Par exemple, au niveau de l'environnement, assainir son environnement. Et puis, aussi par rapport aux enfants, les enfants qui vont jouer dans les zones marécageuses, il faut que au niveau de la communauté ou des parents, que ce soit qu'on essaie de mettre en place un modèle, on va dire comme ça, un modèle d'éducation pour aider ou accompagner ces enfants-là, créer des zones dans chaque localité, créer des zones récréatives ou bien des zones ludiques pour ne pas que les enfants aillent jouer dans les zones marécageuses. Et également au niveau... Parce que c'est là-bas qu'ils vont attraper la maladie. Exactement, dans les zones marécageuses. Puisque les femmes et les filles, surtout les petites filles, dans ces différentes zones où nous on travaille, généralement, ce sont des agricultrices qui vont soit faire du vivrier, soit faire du maraîcher, donc sont dans les zones vraiment marécageuses. Et ça aussi, c'est un aspect à regarder. Au niveau de Daloa particulièrement, il y a un problème lié à l'eau potable dans la zone. Donc, on va dire que c'est l'un des facteurs cruciaux ou crucial de la maladie dans la zone. Et donc, c'est d'attirer aussi l'attention des autorités à pouvoir mettre en place des infrastructures. De sorte à permettre aux gens d'avoir de l'eau potable. Exactement, d'avoir de l'eau potable. Des bornes, des pompes villageoises. Exactement, exactement. D'accord. On pourra même dire des latrines. Et en cela, on est aidé bien par notre ministère. Bien sûr. Et nos partenaires, l'OMS, en espoir de Raoul Foloro. Et déjà, nous sommes on vient
boucler un projet d'appui à la zone au district de Gagnoa, où on a dû construire des latrines, on a essayé d'améliorer les conditions sanitaires dans ces villages-là. Et actuellement, on est en train de déployer ce projet-là à Dalawaye et à 10 districts à peu près, sur lesquels nous sommes en train de travailler pour essayer d'améliorer les conditions d'assainissement en eau. D'accord. Alors, professeur, vous avez aujourd'hui un soutien de taille à travers donc ce projet conduit par Madame Ayemou. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer au sujet de la lutte contre les maladies tropicales négligées, comme le dit le titre de notre émission, les défis de leur élimination? Est-ce qu'on peut rêver? On peut rêver parce que, comme on le dit, concernant par exemple une maladie comme l'ulcère de Biliru dont j'ai en charge, avant on disait que le traitement était chirurgical. Après on est passé à l'association d'un traitement chirurgical et d'un traitement médical. Aujourd'hui on parle de traitement médical raccourci. Avant les durées de traitement étaient très longues. Aujourd'hui c'est des durées de 56 jours et on est en train de mener des études pour qu'on revienne à 28 jours, voire même à 2 semaines. C'est pour dire que l'espoir est permis. L'espoir est permis et vous voyez, on a des partenaires qui viennent nous aider. Bien sûr. Je vous ai dit, il y a l'OMS, il y a l'ANESVAD, il y a Raoul Foloro, la fondation Raoul Foloro, tous ces partenaires et même la société civile, aussi qui sont aujourd'hui dans la danse. Voilà, qui descendent dans la danse pour nous aider à mieux prendre en charge ces maladies tropicales négligées. D'accord. En tout cas, merci. Donc, on va suivre de près vos activités, Madame Ayemou. Donnez-nous donc des nouvelles de ce projet. En tout cas, on suit de loin. On pense que c'est une excellente action que vous menez. Comme le professeur vient de le dire, c'est bon. On a tout dit, hein? Oui. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venu donc nous parler de ces maladies tropicales négligées. On en a appris, professeur Kaloga Mamadou. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de dermatologie et vénérologie. On en parlera une autre fois. Hein. La vénérologie, c'est une spécialité qui parle de maladies qui sont liées aux actes sexuels. Aux actes sexuels. Voilà. Donc là-bas, on va retrouver les maladies sexuellement transmissibles. Voilà, c'est de là qu'on parle des maladies sexuellement transmissibles ou encore infections sexuellement transmissibles. D'accord. On aura plaisir donc à aborder ce sujet au cours d'une autre émission. Donc vous êtes au CHU de Tréjouille en Côte d'Ivoire, également directeur coordonnateur du programme national de lutte contre l'ulcère de Burili et les maladies cutanées ulcératives endémiques. Et à vous, Madame Chantal Ayemou, vous êtes la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, consultante et experte en genre. Merci en tout cas d'avoir été là. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et à vous qui l'avez suivi. À très bientôt sur Média pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé.